Elle reconnaît volontiers son style de malade, elle aime ses images dévées et son par-dessus andin, mais ce qu'elle veut plus que tout, c'est faire du cinéma, être monteuse plutôt que monture, et enfiler pourquoi pas le blouson à franges à la place du faiseur d'images. Elle, c'est Denise, lui, c'est Georges, ils sont interprétés par Adèle Haenel et Jean Dujardin. Ils se rencontrent dans un bar de bourgade où elle sert à boire et où il échoue façon western. Si filmer c'est tuer, eh bien cette fois-ci ce n'est pas grave, car une rencontre qui révèle une façon possible de faire avec nos folies et nos solitudes, ce n'est pas rien. En arrivant presque en retard à la projection de lundi soir, je me disais que beaucoup de vos films se demandent ce que c'est au fond que de faire du cinéma. C'est plus que jamais le cas avec Le Daim, qui sort aujourd'hui en salle, pour notre joie. À quoi se rajoute une étonnante dimension féministe, en tout cas moi je l'ai vu. Bonsoir à vous, Quentin Dupieux. Bonsoir. Si tous les papiers étaient comme ça, enfin si on parlait de mon film avec des mots comme ça à chaque fois, je serais ravi. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je remplace tous les journalistes. Mais ce serait formidable, ouais, mais non, parce Au secours. Non, mais ça me rassure. C'est-à-dire qu'on peut en parler d'une façon calme avec des mots, des mots bien choisis. Non, parce que moi, on me sert quand même un peu la même soupe à chaque fois. Il y a des, je veux pas. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors, commençons par ça, c'est drôle. Bah, on peut commencer par ça. Non, mais moi, en fait, on m'a mis dans on met les gens dans des cases de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est rassurant, j'imagine, de mettre les artistes dans des cages. Moi, on me raconte toujours, enfin voilà, je lis souvent les premiers mots qui sortent, c'est barré, déjanté, loufoque, absurde, enfin voilà. Et en fait, et puis il y a pas grand chose d'autre en fait. Quand on creuse un petit peu ce qu'on écrit et ce qu'on raconte sur moi, finalement, je serais comme une sorte de trublion. Encore un mot qu'on m'attribue plein de fois. Je serais ce mec, un trublion, un mec qu'on a mis dans cette case-là, et puis voilà. Alors qu'en fait, on pourrait parler de mes films comme vous venez de le faire. Moi, j'adore. C'est marrant. À la cantine, je disais à quelqu'un avec qui je travaille et que j'aime beaucoup, c'est vraiment un cinéma qui me touche et alors il me disait ah ouais, ça touche carrément. Je dis ah ouais, ça me touche. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on dit à propos du cinéma que vous faites, c'est non, mais je l'aime tout autant. Ce qu'on dit à propos de votre cinéma, c'est ah, ça me fait marrer, ça me plaît, je trouve ça rigolo. Moi, ça me touche. Je trouve que c'est un cinéma existentiel, en fait. Alors ça, il y a une petite part, mais effectivement, moi, de toute façon, j'essaye de toucher les gens via le rire. C'est-à-dire que c'est quand même, moi, je le dis tout le temps, hein, mon axe principal quand j'écris un film, c'est la comédie, c'est de faire rire, c'est de divertir. Mais c'est évidemment une façon de toucher les gens par derrière, quoi, comme de leur taper sur l'épaule par derrière, d'une certaine façon, pour créer une réaction, etc. Évidemment, quand on voit mes films, on se rend bien compte que c'est pas la comédie pour la comédie. Quand même, ça c'est assez lisible, non? Quoi donc? Bah que c'est pas que de la comédie pour la comédie. Bah après non mais après en vrai je veux vraiment pas paraître élitiste ou je sais pas quoi. Je sais qu'il y a des gens qui regardent ça comme on regarde n'importe quelle série tournée en 15 minutes et c'est leur liberté et c'est super et en vrai j'aime bien qu'on puisse aussi regarder mes films comme des trucs qui divertissent et parce que c'est super parce que c'est une vraie fonction importante du cinéma et ça j'adore. Après voilà effectivement alors par contre j'ai zappé la question féministe. Involontairement. Ah bah c'était pas une question. C'était oui non oui ah oui c'était est-ce que vous non me posez... ça nous empêche pas d'y revenir plus tard mais c'était pas une question en l'occurrence. Parce que, bah, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Après c'est vrai que c'est mon premier film avec un rôle féminin d'envergure. Ah mais je suis pas sûre que vous n'avez rien à dire là-dessus. On verra. On va voir. J'ai pas su exactement dire bar de bourgade. Au début, j'avais mis bar de village. Après, je me suis dit, mais non, c'est pas un bar de village. Il y a quand même un cinéma de quartier. Enfin, et du coup, je me suis dit, ah, encore une fois, c'est une sorte de lieu qu'on a du mal à définir. Quentin Dupieux, vous diriez que c'est un bar de où ils se rencontrent, vos deux personnages? Bah, c'est un bar, moi, je dirais de village, hein. Ah oui, quand même. J'ai cette impression. Mais après, voilà, j'ai même pas la réponse puisque moi, je fabrique des petits mondes qui n'existent pas, en fait. Après, il y a plein de trucs qui rappellent la vraie vie. Effectivement, on a l'impression qu'il vient s'isoler dans un village paumé près de la montagne. Et puis, comme lui, on le voit filmer une montagne. Après, on imagine qu'il monte dans cette montagne pour aller voir ce cinéma puisqu'il neige là-haut, etc. Mais c'est un petit monde créé en fait qui n'existe pas. Ce bar, on sait pas où il est. On sait qu'il est pas loin de l'hôtel, mais cet hôtel, on ne sait pas où il est non plus. Enfin voilà. Et moi, j'aime bien être nulle part et jamais surtout. C'est-à-dire qu'on me pose beaucoup cette question. De l'époque, oui. Ah, il a un téléphone portable, mais on dirait les années 80, etc. Est-ce que c'est voulu cette incohérence? Alors à chaque fois, c'est très drôle parce que je suis obligé de me justifier sur ces choix artistiques qui sont purement des choix de goût. C'est-à-dire que moi je suis à la recherche de sensations. C'est-à-dire que la question que je me pose, c'est jamais à quelle époque se déroule le film. Ça m'intéresse pas du tout puisque
puisque c'est un film, donc on peut l'inscrire où on veut en fait et quand on veut. Après voilà, je choisis de faire ces films de cette façon-là. Il y a des gens qui font d'autres films, qui parlent d'une époque et c'est un autre métier, enfin c'est un autre cinéma. Mais moi non, mes films c'est jamais. C'est pour des questions de sensations alors. Vous cherchez des sensations. Oui, mais là je parle, ça peut faire pompeux, mais c'est comme un peintre déciderait d'un seul coup qu'il a envie de peindre. Voilà, il faisait un tronc marron sur un arbre et puis ça l'intéresse plus. Il a envie de faire un tronc orange parce que il recherche un truc. C'est un peu comme ça. Après voilà, je travaille beaucoup avec ma femme Joanne, qui fait la direction artistique et qui gère la cohérence entre les décors, les costumes, etc. Et on se pose des questions de sensation. On se demande jamais, c'est jamais rationnel. C'est que des choix artistiques de sensations qui doivent former un tout cohérent. Il s'agit pas juste de se faire plaisir. Ah, j'aime bien le marron, je vais mettre du marron partout. C'est pas aussi bête que ça, mais finalement, on part d'une photo qu'on aime bien, et puis en fait après on dévie, et puis en fait on fait des recherches de décors, et puis on commence à discuter avec la costumière, et puis petit à petit, le monde se fabrique. Et alors, sans indiscrétion, avec quel genre de termes? Comment est-ce qu'on est à la recherche de sensations avec une équipe? Vous parlez avec quel mot? Vous dites quoi? J'ai longtemps essayé filmique. Alors ça, c'est quand je tournais aux US. Les mecs me regardaient comme si j'étais un singe, quoi. Je leur disais, non, c'est pas filmique. Et les mecs comprenaient pas, parce qu'en vrai, ça veut rien dire. Ça veut juste dire, en fait, traduction, c'est je n'arriverai pas à le filmer et c'est pas intéressant à rendre en film, c'est-à-dire à transformer en cinéma. C'est compliqué, mais bon, bref, voilà. Donc filmique, ça parlait à personne. Un peu cinégénique, ce serait ça? Cinégénique, c'est bien pour les gens. Mais c'est pas ce que vous cherchez. Non, c'est pas ça parce que en fait parce que cinégénique en fait voilà, si on réunit tout ce qui est cinégénique, ça peut commencer à ressembler à un film générique, c'est-à-dire qu'à un truc standard avec la voiture qui fait cinéma, la nana qui imprime bien la lumière, etc. Donc c'est pas ça. Non, c'est réellement comme c'est des sensations quoi. Puis parfois c'est des réponses aussi au script. Le script parle d'un truc et du coup on aime bien circuler autour de cette idée sans trop aller bon il se trouve que là effectivement là je parlais de marron parce que c'est un peu notre film marron. On a fait des choix marrons mais parce que voilà on fait un film qui s'appelle Le Daim et on était vachement là-dessus sur la peau, l'animal, etc. Voilà. Vous parlez de mon blouson? Là vous êtes en train de parler de mon blouson là. Non. Ah, ok, pardon. Pourquoi on parlerait de ton blouson? Non, c'est parce qu'en fait, on m'en parle tout le temps, quoi. Des fois, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. Je suis habitué à ce que ça attire les regards, c'est pour ça. Pardon. Ah, vraiment? Mais ils vous arrêtent pour vous dire quoi, les gens? Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. T'es pas du coin, toi, hein? Je viens d'arriver, là. Mais il a peut-être pas envie qu'on le tutoie direct comme ça. Ça va, tout va bien, c'est bon, c'est cool. Et il fait quoi dans la vie, alors, à part fumer avec son daim, là? On peut savoir? Là, je suis au bar, je bois tranquille un verre, là, je suis... Non, mais je veux dire, comme métier, il fait quoi? C'est une question qu'on peut vous adresser, on l'entend, c'est un extrait de votre film Quentin Dupieux. Alors, dans ce bar de village de nulle part, où le personnage de Georges rencontre le personnage de Denise et une autre femme, et le nouage, la manière dont ils se rencontrent, c'est ça, quoi. T'es qui? Tu fais quoi ici? C'est quoi ton métier? Comment vous répondez à ces questions-là? Si on me les posait à moi, ouais. Bah moi je suis artiste. Enfin même si le mot, si encore un mot valable à notre époque, puisque enfin n'importe qui est artiste maintenant. Il suffit de gommer un truc sur Photoshop pour être artiste, mais. Mais ça vous le pensez pas par exemple ce que vous venez de dire? Non, c'est l'époque qui le pense. Moi non, un mec qui gomme un truc sur Photoshop n'est pas un artiste. Faudrait que quelqu'un lui dise. Non mais artiste c'est aussi un mode de pensée quoi. C'est être créatif, etc. Il y a même une façon non artiste de faire du cinéma. Il y en a plein qui font du cinéma comme ça doit sûrement l'être. Hein. C'est une industrie. Attention, on dépense beaucoup d'argent. Il faut que les trucs rentrent dans les cases. C'est presque comment dire incohérent de vouloir être dans cette industrie et de prétendre être un artiste. Mais bon, il se trouve que moi j'ai réussi à forcer la porte et je me suis fait une place qui est très sympa là pour le moment. Où en fait je peux faire du cinéma comme un artiste. Et ça veut dire quoi par exemple concrètement? Ça a quoi comme implication? Bah c'est une liberté totale en fait dans ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai une confiance de mes producteurs, voilà, bisous Thomas et Mathieu d'ailleurs sur ce coup-là et sur tous les autres films d'ailleurs.
Bah en fait, à force, on me fait confiance sur qu'est-ce que va être mon film d'une certaine façon. Il y a un truc, c'est comme À force de quoi? Bah à force d'en faire, c'est mon. À force que ça existe, quoi. À force que ça existe, et puis petit à petit, j'ai l'impression que mais voilà, ma courbe elle est plutôt vers le haut, donc tout doucement, il y a un tout petit peu plus de gens à chaque fois qui s'intéressent à mon cinéma, et ça fait vachement et ça fait la différence. C'est-à-dire que petit à petit, on se rend compte que mes films, c'est des trucs, c'était effectivement très niche, comme on pourrait dire au départ. Et puis c'est en train de sortir de la niche petit à petit, mais moi je change pas les films. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai pas fait un stage chez TF1 pour qu'on m'apprenne comment on fait des films qui rentrent bien dans les cases, quoi. C'est parce qu'en fait, à force, c'est pour ça que je dis forcer la porte, parce qu'en fait, c'est quasiment à l'usure que je suis en train d'avoir le public. C'est à force d'exister un peu, et ben petit à petit, voilà. Puis bon, après la réalité du cinéma de cette industrie, c'est que moi j'ai cette chance d'embarquer des comédiens qui sont en haut de la liste et qui sont hormis le fait que voilà, un mec comme Jean Dujardin, c'est un mec qui a un immense talent et qui mérite vraiment son succès et sa popularité. C'est vraiment, il est proche du génie dans son domaine, quoi. Et bien, en fait, c'est lui qui fait exister le film, c'est lui qui permet à mon cinéma d'être visible et de se produire, en fait, parce que le même scénario avec mon cousin inconnu et personne d'autre à bord. C'est très compliqué à financer. À financer, mais peut-être que ça tient debout par ailleurs. Ah, je pourrais le faire d'un point de vue cinématographique. Complètement. Je pourrais complètement le faire. D'ailleurs, j'explique souvent quand je parle à des étudiants en cinéma, etc. Je leur dis que c'est un film. Sincèrement, il y a plein de moments de ce film qui peuvent se tourner pour rien du tout. Voilà. Après, c'est une autre façon de faire du cinéma. Hein. Le cinéma commando, c'est un vrai truc possible. À notre époque, les caméras sont pas chères. Il suffit d'un tout petit peu de passion. Moi, je l'ai beaucoup fait, ça. C'est-à-dire que je me sens légitime aujourd'hui de tourner avec plus d'argent et plus de monde. Un petit peu, mais en fait c'est plus un peu plus de confort, mais c'est même pas ça qui m'attire dans tout ça. C'est moi ce qui m'attire dans tout ça, c'est que les films soient vus. C'est que moi les trucs qui se tournent entre copains très sérieusement, mais entre copains, j'en ai fait vraiment beaucoup avant qu'on me donne la carte qui rend tout ça possible. Voilà, j'ai fait beaucoup. J'ai passé ma jeunesse à faire des courts métrages, certains en pellicule, même en 16 mm. Là, je dépensais mon argent de poche là-dedans, j'empruntais des caméras à droite à gauche. J'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans et c'est très chouette. C'est un truc que je re-signe direct. Si je pouvais redevenir jeune, je referais le même parcours parce que c'est fabuleux. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai un petit peu, c'est pas un truc de mérite, mais quoique, en fait, quand je m'interroge, effectivement, il y a quand même toujours ce fantasme du film gratuit, quoi. En moi, il y a toujours ce truc qui traîne. Je me dis bon, de toute façon. Gratuit pour les gens ou gratuit à faire? Tout, gratuit pour tout. Un film parce que voilà, moi j'ai des caméras, j'ai des copains, je pourrais carrément même embarquer si vraiment j'y mets de la bonne volonté, je pourrais embarquer Jean Dujardin et mais il faut embarquer plein de monde parce qu'après vous embarquez les diffuseurs, vous embarquez les salles, vous embarquez les attachés presse. Mais ça c'est après. En fait, moi je parle juste de l'étape fabrication, de l'affaire, comme encore une fois on revient à l'artiste. On fait un truc et puis on verra en fait. Et ça se trouve on pourrait faire un truc qui n'intéresse personne, mais bon, ça j'en doute. Mais en fait, c'est possible. Le film gratuit, il est possible et encore mieux puisque voilà, moi j'ai la belle vie, j'écris des scénarios, on me les achète et puis on les produit. Donc tout va bien, je vis de mon art. Donc en fait, je pourrais d'une certaine façon en faire profiter les autres en faisant ce type de projet gratuit et en les donnant en fait. Puisqu'on a des moyens de diffusion qui sont incroyables aujourd'hui. C'est marrant que vous parliez quand même de ce fantasme-là, parce que le Dain, c'est un peu ça. C'est un peu, on assiste à un film en train de se faire, gratuitement, quoi. Oui, non, mais je sais, je suis, effectivement, on se dit souvent avec Jean qu'on est dans un vortex, parce que des fois, on se parle, et puis en fait, il y a une réplique du film, et on se dit, mais on est complètement givré, en fait, parce que on est effectivement là-dedans, mais en vrai, hein, je passe pour un abruti à chaque fois que je le dis, mais ça me plaît. Quand j'écris le Dain, je me dis pas, je me lève pas le matin en me disant je vais enfin écrire un film en parlant de moi, etc. Tout ça c'est inconscient en fait. Je m'en rends compte maintenant. On nous a même dit à Jean et à moi que lui avait emprunté des tics de ma parole. Comme quoi il parlerait comme moi dans le film, etc. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs comme ça. Donc moi je rassure les gens. J'ai pas envie d'emmerder le monde avec ma petite personne. J'ai pas envie de faire des films sur moi-même. C'est pas un truc qui m'intéresse, quoi. Mais par contre, voilà. Puisque moi je fais appel à l'inconscient et que j'écris mes films de cette façon-là, il y a tout ça qui ressort. Surprendre, c'est quand même disons, je crois que c'est un petit peu l'objectif numéro 1 de quelqu'un qui fait du spectacle. Ennuyer, c'est un problème auquel on est confronté constamment et je pense que plus on fait de films, plus on a ce risque.
ne serait-ce que parce que les gens s'habituent au langage qu'on emploie, à la syntaxe qu'on emploie, et contre ça, on ne peut rien faire. Je crois que une des seules façons de s'en sortir, c'est d'aller vers des choses de plus en plus intimes. C'est-à-dire d'aller vers de plus en plus de déshabillage de soi-même, c'est-à-dire de se montrer de plus en plus à nu et d'avoir de moins en moins de pudeur, ce qui est une façon d'aller probablement vers des choses plus importantes à dire que ce qu'on disait au départ. Là, vous parlez de vous? Je parle pour moi, oui. Je parle pour moi, Bertrand Blier, 1994, au micro d'Arnaud Laporte sur France Culture. Bertrand Blier qui était dans la salle lundi au MK2 à Paris. Alors finalement, vous disiez à l'instant, Quentin Dupieux, bon, je rassure tout le monde, hein, j'ai vraiment pas l'intention d'emmerder qui que ce soit avec mes petites histoires. Et quand on entend Bertrand Blier dire, mais finalement, faire des films et faire d'autres films et continuer de faire des films, c'est se déshabiller peu à peu et c'est dire de plus en plus de choses nues, voire de choses importantes. Et avec le Dain, moi j'ai quand même l'impression, malgré ce que vous dites, que c'est ce qui se passe. Oui, mais et c'est valable pour les films de Blier également. Et c'est valable également. pour les films de Blier. Oui, mais comment dire, les films peuvent se consommer de plein de manières différentes. Mais mais surtout cette manière-là n'est pas la plus évidente. C'est-à-dire que je pense que là, le Dain est en salle, il va être vu par je ne sais pas combien de personnes, mais seulement un tout petit pourcentage de ces spectateurs. En vue des autres. Ne penseront à tout ça. Les autres vont se divertir parce que c'est la fonction du cinéma et c'est très bien comme ça. On va au cinéma pour se changer les idées, voyager, rire, peut-être pleurer parfois, et puis s'oublier. En fait, c'est quand même ça. Il faut pas l'oublier. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui passent leur week-end à regarder des séries médiocres pour ne plus penser et quitter le brouillard d'un cerveau pour regarder une histoire qui nous accompagne. Et c'est pour ça que les mecs en veulent de plus en plus parce que les séries sont créées de cette façon-là. Tout ça pour dire que, en fait, voilà, moi j'aime tellement entendre Bertrand, là j'aurais pu écouter une émission entière avec vous Blier. Des liens avec des parce qu'en fait, il raconte ça, mais lequel de ces films parle vraiment de lui? En fait, à quel moment on se dit, ah, ça c'est vraiment Bertrand? On n'en sait rien. Je comprends ce qu'il est en train de dire, mais en fait, tout ça est dissimulé. Mais lui, il le sait, c'est ça le plus important. Quand il dit, finalement, ce que j'avance, c'est que j'avance de plus en plus nu et je dis des choses les plus importantes, mais qui de mieux placé que vous autres, les réalisateurs ou réalisatrices, pour savoir que c'est là que vous êtes le plus à nu? Peut-être que nous, on le sait pas, mais vous le savez. Bien sûr, bien sûr. Alors, oui, non, mais alors, moi, je commence un tout petit peu à entrevoir ce qu'il a raconté, là, en 94. Puisqu'en fait, effectivement, avec le Dain, je suis sorti un petit peu de l'artificiel, d'une certaine façon. C'est-à-dire que sans le savoir, sans le vouloir même, j'ai abordé pour la première fois de ma vie le réalisme, le premier degré, etc. Ce qui est un truc, voilà, au bout du 7e film, c'est quand même assez étonnant, parce que si on regarde tous les films précédents, ça n'était que de l'absurde. Et on était à chaque fois, on était comme si on était sur une autre planète, on va dire. C'était des mondes avec une logique propre. Cette fois, effectivement, après c'est pas un choix d'écriture. Je me lève pas le matin encore une fois en me disant je vais faire un film sur moi-même au premier degré et réaliste. C'est un truc qui se dessine petit à petit. On aurait pu tourner une grosse farce débile avec le même scénario, rigoureusement le même scénario. Si on avait choisi avec Jean de faire un truc délirant et un peu débilisant, on aurait pu. C'était aussi un autre film possible. Il était peut-être super. Il se trouve que j'ai eu envie de réalisme, j'ai eu envie de prendre la caméra à la main. J'ai beaucoup dit aux gens qui essayaient de financer le film que j'essayais de faire un premier film. Et c'était vrai. En fait, je l'ai abordé comme un premier film pour retrouver des sensations de premier film et d'amateur. Ça a changé quoi dans votre pratique concrètement ? Ça a changé. Qu'est-ce que vous disiez quand vous disiez je vais essayer de refaire un premier film ? Vous faisiez quoi ? En fait, c'est là où je suis un peu que je sais pas comment me définir. Non, mais je me disais pas je vais essayer. C'est-à-dire que je le fais. Je faisais un premier film. c'est comme je sais pas comment dire. C'est comme les mecs qui savent mentir. En fait, quand on s'invente un mensonge, voilà. Bon, moi, je faisais un premier film, donc j'ai pris des risques techniques qui sont aussi bêtes que ce qu'on fait quand on est amateur. En fait, voilà. Aujourd'hui, moi, je suis quand même, voilà, j'ai un pied dans le cinéma. C'est mon 7e film. Je pourrais facilement m'entourer de plein de techniciens pour me bétonner, passer ma journée à gueuler sur des gens parce que j'ai pas ce que j'obtiens, etc. Et en fait, non, j'ai enlevé tout un tas de techniciens pour libérer l'espace d'intimité qu'il y a entre les comédiens et moi. Et puis, j'ai pris tout un tas de responsabilités techniques bêtes
sur mes épaules. Des choix, voilà, des choix techniques, des choix visuels, etc. J'ai pris une petite caméra de reportage aussi. Après, ça c'est peut-être trop technique quand on rentre là-dedans, mais en fait, c'est de cette façon-là qu'on crée cette situation de danger hyper excitant, où en fait chaque jour ramener des rushs et qu'ils soient bons et réussis. Il y a ce truc, cette palpitation de l'amateur, quoi. Bertrand Blier, il disait en 1994 que le risque qui advient aux réalisateurs qui font des films, c'est de s'ennuyer eux-mêmes, voire d'ennuyer celles et ceux qui les regardent, parce que le langage qu'ils utilisent est un langage qui n'a pas vocation à toujours se renouveler. Est-ce que c'est une peur que vous avez? Non, parce que moi, en fait, là, ça pour le coup, je sais en fait ce qui m'anime et je me vois quand je m'embarque, mais ça dure 5 secondes. Hein. La seconde où je m'embarque dans une ligne de scénario qui est un truc convenu ou qui est un truc qui fait appel à des espèces de règles. Ou même quand je fabrique, hein, quand on est en train de tourner, les 5 secondes où je me vois faire un truc standard parce que j'ai vu 50 000 films qui faisaient la même chose, en fait, je le sais. J'ai une espèce de radar à ennui qui est, je pense, parce que je suis pas un très bon technicien, je suis pas un très bon réalisateur, je suis même un peu feignant. Mais par contre, j'ai ce radar de l'ennui qui me protège de plein de trucs, en fait. La complaisance, ah oui, ça je l'ai déjà fait, je peux le faire, tiens, machin, tu me mets la caméra là, et puis moi je vais boire un café. Tous ces trucs-là, en fait, cette lassitude à faire ce métier, oublier que c'est un métier extraordinaire et que c'est drôle, en fait, parce que c'est surtout ça. Là, c'est très sérieux, on en parle de manière très sérieuse, mais en fait, c'est un métier qui est divertissant. Enfin, voilà, c'est un truc, c'est amusant à fabriquer un film, voilà. Donc non, en fait, cet ennui, je le vois partout autour de moi. Je parle beaucoup des séries là, mais parce que bon, je trouve que c'est une sorte de virus qui, c'est un truc qui me plaît moyen. Moi, cette espèce de, bon, je crois que c'est en train de se calmer, mais il y a un moment, en fait, on a eu l'impression que c'était l'essentiel du cinéma. C'était devenu des mauvaises séries qui durent 7 saisons avec toujours les mêmes comédiens filmés de la même façon. Ou ça, c'est une définition de l'ennui. Voilà. Après, les mecs trouvent des petits moyens scénaristiques pour nous exciter les neurones. D'une certaine façon, mais dans leur globalité, voilà, par exemple, prenons l'exemple de Breaking Bad, qui est une série super, j'ai l'impression, moi je l'ai pas regardé, j'ai vu le premier épisode, qui est un petit chef-d'œuvre, en fait. C'est un film qui se suffit, en fait, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi on a étiré ça, pour que ça dure 152 heures, alors que le premier épisode était déjà un petit chef-d'œuvre et qu'après, en fait, c'est une formule qui se duplique et c'est de moins en moins intéressant. Après, oui, effectivement, les fans vous diront oui, mais dans le scénario, il se passe des trucs incroyables et puis comme on est embarqué, en fait, on vibre. Mais voilà, l'ennui dont parle Blier, je le comprends et en fait, il est partout, il nous entoure et l'époque, en fait, est ennuyeuse artistiquement. Ça, c'est une certitude. Et le cinéma. C'est une certitude qui est un peu vite dit quand même quand on dit. Ouais, l'époque est ennuyeuse, sinon vous ne feriez pas de film, en fait. Si vous étiez vraiment en train de vous ennuyer, vous ne seriez pas en train de faire des films. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais après, là, vous pouvez m'arrêter, hein, je parle vite, hein. Bah oui, c'est pour ça, de temps en temps, Ouais, c'est bien, c'est vrai. Non, mais en plus, sincèrement, je parle du cinéma. Après, il y a quelques grands mecs qui font des trucs super, etc., hein. Moi, je reste vigilant, voilà, mais en fait, je parle de la masse qu'on nous propose, en fait. Je parle des standards qui existent au cinéma et qui, je trouve, s'essoufflent. Alors moi, c'est pas pour être prétentieux, hein. Je ne révolutionne rien et je suis pas là pour amener le nouveau cinéma ou je sais pas quoi, parce que moi, je suis même quasiment rétrograde dans ma façon de faire. Mais je trouve qu'on baigne quand même dans un truc un peu usé. Voilà, les formules cinématographiques me paraissent un peu usées. Vous avez dit que vous n'étiez pas un très bon technicien ni un très bon réalisateur. Est-ce que vous êtes un bon auteur de scénario? Non, encore pire. En fait, je le dis partout. Moi, je pense que je suis un très bon monteur. Et en fait, c'est le monteur qui fait tout le boulot. Quand je réalise, je sais que c'est le monteur qui travaille aussi. Hey, c'est votre personnage de femme monteuse. Voilà. Qui met le blouson en daim à la fin. J'ai plus qu'à me faire opérer, à me faire changer de sexe et puis. Pourquoi pas? Et puis la boucle est bouclée, quoi. Vous êtes un bon monteur alors. Ouais, et je pense que après c'est très prétentieux de dire je suis un bon machin. On s'en fout. Mais puisqu'on me pose la question, oui, je pense que je suis pas un très bon auteur. C'est-à-dire que j'ai des bonnes idées, mais j'écris assez mal. Et puis voilà, je pourrais pas écrire un livre, par exemple. C'est des scénarios très, voilà, quand un mec ouvre une porte, j'écris, il ouvre la porte. Voilà, c'est aussi con que ça, hein. Après, je commence à avoir des dialogues qui sont vraiment pas mal puisqu'on les respecte quand on les tourne. Donc c'est ceux que vous entendez dans le film, donc ça commence à être pas mal, mais je peux pas dire je suis un bon auteur, c'est pas vrai. La réalisation, c'est un truc que, je vous dis, j'essaye de conserver une sorte d'œil amateur,
parce que j'ai l'impression que ça me préserve de tout un tas de choses. Donc je suis pas non plus un grand technicien de la mise en scène. Et puis je disais je suis feignant, c'est pas vrai, mais en fait c'est que je me prive de tout un tas de jouets disponibles aujourd'hui par ennui en fait de devoir passer 2 heures à installer un jouet pour faire un plan qui serait un peu mieux que les autres. Voilà, je préfère me complaire et passer du temps en fait avec les comédiens plutôt que d'installer des machines et des jouets, quoi. Voilà, bref. Et par contre, le montage, effectivement, c'est un truc. Il y a quand même il y a quand même un peu une science du montage et du rythme, etc. Et puis surtout le choix des prises, etc. Non, mais que traduit tellement le personnage de Denise, Adèle Haenel, qui est donc serveuse dans ce bar de nulle part, et qui est la passion du cinéma, puisque, pour reparler un tout petit peu du daim, donc un type qui tout manifestement pour acheter un blouson en daim se retrouve dans un endroit où il est sans argent, il réussit quand même à commander un whisky dans un bar, il est face à une personne qui lui demande qui il est, qu'est-ce qu'il fait là. Improvisation, je suis cinéaste, et il se trouve que cette personne-là, elle aime le cinéma plus que tout, et qu'elle l'aime à travers le montage. Et que c'est son enthousiasme pour les rushs, c'est son enthousiasme pour les images, c'est la manière dont elle voit le film avant que qui que ce soit le voit, qui fait que tout se transforme, et que c'est ni de la solitude, ni de la folie, mais du cinéma. Ben oui. Ah oui, non mais bon, tout est dit. Hein. Là, c'est comme si j'étais en analyse, quoi. En fait, j'ai plus rien à dire. Non mais c'est très bien, effectivement. Non mais effectivement, je trouve qu'il y a une noblesse du montage. Alors dans le film, j'en fais un peu, voilà, j'en fais presque des blagues sur le montage parce que lui n'y comprend rien, puisqu'en fait, il faut peut-être dire aux gens que il ment et il s'invente cinéaste parce que le mec qui lui a vendu le blouson lui a offert un caméscope et il a fait ses premières images dans la chambre d'hôtel, mais on sent bien que c'est un mec qui a jamais vu une caméra de sa vie. Et quand on lui demande alors quel est son métier, puisqu'il est en train de réinventer sa vie, bah voilà, le premier truc qui lui vient à l'esprit, c'est cinéaste. Et il se trouve que ça crée une connexion avec la monteuse. Voilà, mais c'est peut-être tout. Il y a peut-être tout moi là-dedans. Hein. C'est peut-être presque trop logique, quoi. Il faut peut-être creuser, trouver des incohérences, quoi. Non, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. In the Steven Spielberg movie E.T. Dans le film de Steven Spielberg, E.T., pourquoi l'extraterrestre est-il marron? No reason. Aucune raison. In Love Story, why did the two Dans Love characters Story, fall madly in pourquoi love? les deux personnages tombent follement amoureux? No reason. Aucune raison. In Oliver Stone's JFK, why is the president Dans suddenly JFK d'Oliver assassinated Stone, by pourquoi le some président se fait-il subitement assassiner par un étranger? No reason. Aucune raison. In the excellent Chainsaw Massacre by Tobe Hooper, why don't we ever see the Dans l'excellent characters Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, pourquoi on ne voit pas les personnages aller aux toilettes et ne pas se laver les mains comme dans la vraie vie? No reason. Worse, Absolument in The aucune raison. Pianist by Polanski, Pire, dans Le pianiste de Polanski, how come this guy has to hide? pourquoi le type doit-il se cacher et vivre comme un clochard alors qu'il joue si bien du piano? Once again, the answer is no La réponse est reason. I could go on encore for aucune hours. raison, je pourrais continuer pendant des heures, la liste est infinie. You probably never gave it a thought. Vous n'avez sans doute jamais remarqué, All great films, mais tous les grands without films, exception, sans exception, contain an important element. contiennent une part importante de aucune raison. And you know why? Et vous savez pourquoi? Because life itself Parce que la vie elle-même is filled. est pleine d'aucune raison. Why can't we see the air all Pourquoi ne around voit-on us? pas l'air autour de nous? No reason. Why are we always Pourquoi thinking? réfléchit-on tout le temps? No reason. Aucune raison. Why do some people Pourquoi love certains aiment les sausages saucisses and et other d'autres people hate détestent sausages? ça? No fucking Aucune reason. putain de raison. Te fatigue pas à expliquer ces conneries, viens. Just a minute, let me Une minute, finish. je termine. Ladies, Mesdames et messieurs, the film you were about to see le film que today vous allez voir is an est un hommage à given aucune no raison. reason. That most powerful Cette element très puissante of figure de style. style. Voilà de quoi vous rassurer. Quentin Dupieux, c'est le début du film Rubber, qui est un de vos films. Et vous sembliez dire, ah, si tout est trop logique, alors en fait, ça va pas aller.
En fait, il y a toujours du no reason dans vos films. C'est le début de ce film-là où un policier fait face caméra. Il est précédemment sorti du coffre et il introduit un film qui lui-même est un vortex parce que lui-même est aussi une réflexion sur ce que c'est qu'être spectateur, faire des films, etc. Mais ce no reason-là, c'est ce qui vous tient, en fait. Ce qui continue de vous animer et de faire que c'est pas seulement raconter des histoires, c'est aussi... Alors non, parce que en fait, ce serait pas suffisant. C'est-à-dire que c'est effectivement au moment où je tourne cette scène, je suis convaincu que c'est l'air de la guerre, quoi. Oui, en fait, que ça va être mon truc. Mais en fait, c'est pas suffisant. On se rend bien compte, en fait, au bout d'un moment, voilà, et là je rejoins Blier qui dit qu'au bout d'un moment on se fout à poil et que c'est ça qui est intéressant, etc. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, la petite pirouette de s'amuser avec les codes et de brouiller les pistes et d'être tout le temps en pirouette, finalement, c'est ce que c'est ça, c'est un peu des pirouettes. On croit que c'est un film et puis en fait, on se recule, il y a des spectateurs. Enfin voilà, ça c'est pour ceux qui connaissent le film Rubber. Mais le film Rubber n'est qu'une pirouette en fait. C'est pour ça qu'il est intéressant d'une certaine façon, même s'il n'est pas complètement réussi. Je pense d'ailleurs que ce moment-là, cette introduction, je pense que c'est le meilleur moment du film. C'est un truc, moi là je l'écoutais, je me rappelle. Enfin, c'est un plan séquence. L'acteur est génial. L'acteur est incroyable. Il y avait une tempête de sable. Et il se prend du sable dans les yeux, mais il arrive quand même à faire son texte. Le truc est assez dingue, voilà. Même je trouve ça le texte, je le trouve très bon encore aujourd'hui. Mais en fait, le film était quasiment inutile après autant de brio, quoi. Parce que c'était une pirouette, c'était une suite de pirouettes. Alors c'est super les pirouettes. Mais comme je commence un peu à vieillir. Et si on parle de pirouettes, comme je suis un peu vieux. Ça fait mal au dos. C'est ça, je peux plus faire les mêmes pirouettes. Voilà. Et je veux pas être que malin. Et de toute façon, ça n'a jamais été le but. J'ai quand même cette envie de faire marrer les gens. C'est ça qui m'intéresse et je le constate depuis que je fais des films, dans toutes mes projections. La satisfaction, c'est le rire. Je suis content quand les gens se marrent et quand il y a un éclat de rire. C'est ça que je cherche là-dedans. De la même façon que dans un dîner avec des copains, si tout le monde parle d'un truc sérieux et si tout le monde raconte ses petits problèmes, etc. En fait, moi, je suffoque et je trouve ça infernal. Alors que quand tout le monde rigole, quand on se marre sur un truc, quand il y a un mec à table qui fait marrer tout le monde, ou quand il se passe quelque chose qui fait rire tout le monde, ou bien alors on est alcoolisé et on rigole, eh ben là, j'adore et je suis satisfait. Donc, en fait, au cinéma, c'est pareil. Donc, il s'agit pas juste d'être malin, mais voilà. Mais je pense, pour conclure sur cette question du no reason. Ça y est, j'ai fait le tour de ce truc. Ça continue à habiter mes films parce qu'effectivement, comme le dit le flic, la vie est pleine de aucune raison. Bah quand même, enfin je sais pas, le blouson andin c'est no reason en fait. Enfin en tout cas pour nous, peut-être pour vous il y en a plein de raisons extrêmement importantes, etc. Mais nous, on sait pas pourquoi un blouson andin. Il y a rien de psychologisant. On sait pas pourquoi le type va lâcher 7500 balles. Mais pardon, je reprends mon texte, je réponds avec mon texte. Pourquoi E.T. et marron. Ah oui, non, mais moi je dis pas que c'est un problème. Moi je suis complètement d'accord pour ne pas comprendre pourquoi Jean Dujardin va mettre sur la table une somme conséquente pour acquérir ni même pourquoi ça coûte si cher, ni même pourquoi c'est une caméra qu'on lui donne comme ça alors qu'on pourrait très bien d'une part ne rien lui donner ou lui donner autre chose. Bien sûr. Mais c'est un pacte avec lequel je suis d'accord. Mais c'est comme dans la vie, quoi. Ouais. Après, il y a un autre film, il y a une autre façon aussi d'ailleurs, moi j'avais tourné, on a même quelques petites scènes de la vie d'avant de ce Georges. L'idée c'était de donner quelques clés sur pourquoi la séparation, pourquoi le départ, mais en fait c'était une catastrophe en fait de tenter, pas de l'expliquer, mais de faire comprendre aux gens que le mec quittait sa vie, parce qu'en fait c'est beaucoup plus fort de s'en rendre compte au moment où le film démarre, plutôt que de voir le truc glisser tout doucement, ou alors c'est un autre film, il faudrait passer une demi-heure avec lui dans sa vie et puis le voir glisser, le voir quitter sa vie, mais c'est un autre film encore une fois. Donc il reste encore des aucune raison dans le Dain. Il en reste, mais c'est plus le socle principal. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Quentin Dupieux. Speak me.
Le temps, c'est une chose très importante. Ce que j'aime, moi, ce que j'aimerais, c'est que le spectateur vive un temps. Si vous voulez, la plupart des films, qu'est-ce qu'on dit d'un film? C'est « Ah, c'était un film formidable, je n'ai pas senti le temps passer. » Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ce film? Eh bien, il y a 1h30 de la vie de quelqu'un qui n'a pas senti ce temps passer, qui lui a été volé. Là, le spectateur est avec le temps du film et il sent son temps aussi à lui. Il se sent vivre avec le temps du film. Donc, on lui vole pas un temps. Et si vous voulez... par exemple, Blandine Kriegel qui veut supprimer, le sexe, la violence, etc., etc. Tout ça, au fond, ça a été accepté, mais totalement par tout le monde. Hein. Ça pose même plus vraiment un problème. La seule chose qui résiste et qui reste finalement, entre guillemets, révolutionnaire, c'est quand on demande aux gens de prendre du temps, de rester face à une image. Ça, c'est la chose, à mon avis, où ça résiste, toujours. C'est la seule chose qui résiste, dit Chantal Akerman, réalisatrice en 2002, demander à des gens de prendre de leur temps pour rester face à des images. Quentin Dupieux, vous avez quoi comme relation avec le temps d'un film? Le rythme, la manière dont... Tout à l'heure, vous parliez du génie du montage, de l'importance du montage, c'est aussi ça qu'on fabrique en montage, du temps, du rythme. Oui, c'est très vaste. Hein. En plus, là, l'introduction... C'était assez brillant ce qu'elle racontait, mais c'est un vaste sujet. D'ailleurs, on parlait de ma montre, etc. Bon, non, le avant temps, de commencer l'émission. C'est ça, le temps. Parce que vous avez une nouvelle montre jour de sortie de votre film. C'est ça. Non, mais c'est drôle. L'émission s'appelle Par les temps qui courent. Voilà. Alors, pour faire bref et moins brillant que ce qu'on vient d'entendre, moi, j'ai quand même un truc j'ai aussi une alarme interne. Qui me signale en fait quand je me fais plaisir et quand en fait je fais des images parce que j'aime bien ça et qu'en fait voilà quand je passe dans la zone où je me fais plaisir à moi, en fait j'ai quand même un radar qui m'empêche en fait et qui me ramène au niveau du sol pour voilà, donc c'est ce qui explique en fait le format très court de mes films. Voilà, Le Dain là, donc qui est sorti aujourd'hui fait 1h17. J'avais largement de quoi faire beaucoup plus. Il y a des superbes scènes que j'ai supprimées du montage volontairement pour ne pas enfermer les gens en fait trop longtemps en fait. Et je me rends compte quand ça plaît beaucoup. C'est une remarque qui revient beaucoup. Quand on fait un film aussi, j'ai pas envie de dire délirant, mais bon c'est pas grave, je le dis quand même. Puisque c'est quand même, on demande un effort au spectateur, on demande au spectateur d'accepter tout un tas de trucs qui sortent un peu des sentiers battus, avec tout un tas de règles et du no reason et ce genre de choses. En fait, la moindre des choses, en fait, c'est de se concentrer sur le plaisir qu'on va donner aux gens et de ne pas se faire plaisir à soi, parce qu'il y a rien de pire. Moi, je trouve qu'un artiste qui se masturbe sur un écran, et il y en a plein. En fait, je préfère en fait un vrai dégueulis populaire mal fait. Je préfère regarder ça en fait qu'un artiste qui se masturbe 1h45 sur son film et sur ses images avec la musique de son cousin et des conneries pareilles. Voilà, donc moi j'ai ce truc en fait, je ne supporterais pas d'infliger un truc aux gens qui soit trop long, pénible, etc. Si demain j'ai le brio de faire un long film brillant qui tient la route et qui n'ennuie personne et que j'en suis convaincu, je le ferai. Mais aujourd'hui, j'aime bien faire des petits films courts. Pour maintenir les gens dans un truc excitant et ne pas justement leur voler du temps avec des conneries. Et c'est tellement simple de faire des images aujourd'hui en fait que c'est presque vulgaire d'enfermer les gens. Mais ce qui ne vous empêche pas de jouer avec des durées, parce que vous dites vous aviez peut-être la possibilité de faire un film de 2h35, mais vous aviez aussi la possibilité de faire un film de 55 minutes en fait, probablement. Alors complètement. Alors c'est le paradoxe. Et il y a des moments où en gros il y a du temps qui se passe. C'est le paradoxe. Il y a des gens qui s'écoutent. Je vous écoute. Bah non, mais en fait c'est bien vu parce qu'en fait je dis souvent que j'ai inventé un nouveau format. Je fais des films très courts, très lents. Mais c'est vrai, c'est un espèce de format complètement aberrant. Si on parlait, je veux dire, un jeune cinéaste qui essayerait de vendre ça à des producteurs se ferait évidemment foutre à la porte. Quelle tristesse. Voilà. Alors que, donc en fait, c'est bien pour avoir le temps de montrer ces images un peu longues que je coupe les images en trop. C'est-à-dire que, en fait, si je ne m'auto-censurais pas, ça ferait un espèce de truc indigeste parce qu'il y a tous ces temps qui font que. Et puis ça, voilà, pour revenir aussi au montage, on en parlait beaucoup en promo avec Jean.
Moi, j'ai ce truc, en fait, avec la comédie, j'aime bien me dire qu'on peut encore inventer du rythme, un nouveau rythme dans la comédie, puisqu'en fait, quand même, depuis quelques années, enfin, depuis, allez, on va dire depuis 20 ans, la comédie s'est vachement accélérée, c'est devenu presque un truc de montage. Il y a eu des films terribles comme Les Visiteurs, qui étaient intéressants, hein, parce qu'il y avait des bons trucs dans Les Visiteurs, mais des films complètement hystériques, en fait, avec des plans qui ne duraient jamais plus d'une fraction de seconde, avec un espèce de montage hystérique en pensant que ça maintenait l'excitation des gens ou en fait tout simplement peut-être que c'était peut-être une façon aussi de cacher la misère. Et ça marchait, puisqu'on se disait waouh, quand même le montage est incroyable, etc. Et en fait bon, c'est un truc qui s'est dilué, mais j'ai quand même remarqué que y a très peu de comédies qui prennent le temps. Souvent, un truc qui prend le temps, c'est contemplatif et c'est forcément un sujet chiant sur une nana qui a un cancer et qui regarde un paysage. Voilà. Alors que la comédie, en fait, il y a des trucs marrants dans la vraie vie qui sont aussi des trucs qui prennent du temps. Tout n'est pas rapide, tout n'est pas les gags fusent pas comme ça. Tout le monde n'a pas une réplique hyper rapide. Immédiatement, parfois il y a des trucs qui prennent 20 minutes pour devenir drôle. Il y a, par exemple, des choses qui se répètent, ça devient drôle au bout d'un certain moment. Bon bref, donc pour profiter de ces choses-là et pour en fait chercher de la comédie dans ces temps qui sont des trucs un peu plus longs, un peu plus voilà. C'est vrai que moi les dialogues, quand je suis content d'une prise, je sais que je ne vais pas la remonter, c'est-à-dire que je ne recrée pas du rythme dans un dialogue quand je suis content de ce que les comédiens ont délivré. Et c'est souvent le cas. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'obtenir le rythme à la prise de vue. Et il y a rien de mieux pour moi qu'un plan séquence avec deux comédiens qui excellent. Et il y a plein d'exemples dans le Dain. En fait, c'est aussi parce que les comédiens sont brillants que ça fonctionne. Moi, je préfère toujours un seul plan où on oublie en fait qu'il y a une mise en scène, on oublie qu'il y a une caméra, on oublie qu'il y a un décor, et où en fait les deux personnages sont brillants, sans montage. Je trouve ça plus impactant en fait et plus proche de nous finalement qu'un truc monté, haché, qui me paraît maintenant un peu artificiel, surtout que on vit à cette époque où en fait voilà on regarde des trucs sur YouTube, des espèces de petits programmes complètement voilà, enfin pour terminer, c'est vrai que je pense à un truc marrant là, vous voyez tous ces petits programmes très brefs je vois très bien, ouais, qui se consomment dans une salle de bain. Ben en fait tous ces trucs là, il y a un truc qui est très marrant, c'est qu'on enlève les vides en fait pour que le truc dure 1 minute 30 et qu'on puisse le consommer ou des vides ou du contenu, ce qui est plus triste. oui, non, bien sûr, mais il y a une espèce de règle, c'est qu'en fait on coupe les vides pour que les mots s'enchaînent plus vite, et pour que ça aille très vite en fait, parce qu'on est là, on consomme ça sur un téléphone, il faut que ça aille vite. Et c'est marrant, donc moi c'est pas une volonté, hein, c'est pas une réaction à l'époque, mais effectivement en fait il y a un truc intéressant dans les vides, et particulièrement pour la comédie. Mais parce qu'ils ne le sont pas, enfin, Quentin Dupieux, vous utilisez ce mot-là, mais vous filmez l'inverse, en fait. Enfin, vous filmez l'inverse du vide. Quand vous filmez du silence ou de la durée, vous filmez de l'hésitation, vous filmez de l'étrangeté, vous filmez tout sauf du vide. Il s'agit pas de filmer une cafetière et d'attendre. C'est pas ça, bien sûr. Je parle du vide qui existe entre deux répliques et deux comédiens. Et voilà, il y a un moment dans le film que j'adore. Denise, jouée par Adèle Haenel, offre un paquet cadeau à Georges. Et il y a un espèce de petit moment d'émotion comme ça, donc qui est un plan séquence. Et en fait, elle lui donne le cadeau. Et il l'ouvre pas. Il l'ouvre pas, mais elle, il y a un petit moment où en fait, il y a une réplique qui se déclenche pas. Elle est dans un truc qui est génial, Adèle. En fait, on a tendance en fait effectivement à créer des automatismes dans la mise en scène, avec les répliques doivent venir à un moment précis, etc. Mais quand on laisse faire les comédiens sur le tempo et ces choses-là, en fait, on retrouve des trucs de la vraie vie. Et bon, voilà, je parle de ce petit moment, ça sert à rien parce que personne n'a vu le film encore. Mais il y a une hésitation, il y a une espèce de trou de 2 secondes avant de délivrer la phrase où elle lui explique, voilà, qu'elle voulait pas être fâchée, etc. Parce que ils sont disputés la veille. Et ben c'est magnifique en fait, ça ressemble vraiment à une vraie hésitation de la vraie vie, et du coup on touche à un truc qui est essentiel pour moi, voilà. Et effectivement d'autres diront mais attends, ça traîne ton plan là, ça dure des plombes, le plan séquence dure 2 minutes alors que t'aurais pu le faire durer 25 secondes pour le même nombre d'informations. Mais voilà, dans un film comme celui-là, c'est pas les informations qui comptent en fait, c'est la sensation, encore une fois. Victor, did you see anybody come by? No. I hate to bother you about this, boss, but we really have to talk about the palm tree. We have a problem. What is it? It's kind of hard to explain.
I don't know how it happened or why, but the palm tree is no longer a palm tree. No. What are you talking about? What? Unbelievable. That's why I wanted to show you. How? 20 years of gardening. I've never seen this in my whole life. I can't get over it. It's a pine tree now. I know. It's crazy. What? How is that even possible? I don't know, boss. Maybe it's a disease or some kind of mutation. I gotta look up on the internet. Well, I don't want a pine tree here. I don't like this at all. The palm tree was much more fitting. Excuse me. Is there a Dolph here? Yeah, that's me. I have a pizza here for you. Oh, no, I didn't order pizza. I called, but I didn't order, so that's a mistake. Nope. It's on the house. What do you mean, on the house? Who sent it? I don't know, sir. I was asked to bring it to you. Just doing my job. C'est un extrait de Wrong, Quentin Dupieux, et on entend Éric Judor, dans sa qualité de jardinier, annoncer à son patron que le palmier qu'il y avait dans le jardin depuis des années est devenu un sapin. Et donc ils s'approchent l'un et l'autre du sapin, font le constat que c'est vrai et que c'est attristant parce que ça va pas être possible. Et puis ensuite il y a un livreur de pizza qui arrive. Tout ça pour dire quoi? D'une part pour illustrer ce que vous décriviez tout à l'heure, des espèces d'arythmies, de durée dans les dialogues, et aussi pour continuer de parler des interprètes, parce que il faut qu'il y ait une adhésion. Et on parlait de l'adhésion des spectatrices et des spectateurs extrêmement forte à certains points de contrat entre vous et nous. Mais pour vos comédiens, ça doit être pareil. Enfin, je veux dire, si Éric Judor, Adèle Haenel, Jean Dujardin, Alain Chabat et d'autres collent pas au millimètre près à l'histoire que vous voulez raconter, ça n'est pas possible. Alors la question, c'est comment vous faites? Alors non, c'est pas aussi sec que ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent pour j'ai pas envie de dire pour s'amuser, parce que ça fait comme si on faisait les cons. Mais donc c'est une adhésion, ça veut dire qu'il y a un truc qui est très 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 content d'être là, quoi. D'accord. C'est ça, et en fait, je crois que ça fait tout. C'est-à-dire que après, en fait, on peut pas résumer tous ces gens-là avec une seule réponse, parce que c'est tous une façon. Voilà, on peut détailler. Eric et Ramzy, c'est vrai que ça a été mes premiers clients. Je venais de terminer mon premier essai cinématographique qui s'appelait le non-film. Ça a été mes premiers spectateurs enthousiastes. C'est pour ça que je dis clients. Parce qu'en fait, voilà, c'est un film qui était un peu compliqué, qui était très confidentiel. Eux, quand je leur ai montré, parce qu'on s'est rencontrés, et puis il y avait peut-être un projet, eux avaient un projet à me proposer, bon, ça s'est jamais fait. C'était un script qu'ils étaient en train d'écrire qui s'appelait Moyen Man, sur des super-héros. Bref, je leur ai montré mon premier essai, et en fait, ils ont tellement ri qu'en fait, à l'issue de cette projection, ils m'ont dit, on fait ce que tu veux, quand tu veux. Voilà, écris-nous un truc, on est partant. Voilà. Donc eux, ils ont adhéré de cette façon-là. Après, un mec comme Chabat, je lui ai couru après. Lui, j'avais envoyé cette cassette du non-film par la poste à l'époque. Il est tellement parfait, Chabat, en réalité, c'est incroyable. Ouais, mais alors lui, c'est pareil. Lui, il y a eu adhésion, mais on a attendu le bon projet. Et c'était un peu le processus était plus lent. Voilà, un mec comme Dujardin. Il connaissait pas très bien mon cinéma, il connaît de loin, et puis il a vu, il a dû en voir 2-3 quelque part comme ça. Je pourrais pas dire qu'il était spécialement fan ou je sais pas quoi. C'est juste que lui, il attendait le Dain. C'est-à-dire que lui, il a vu plein de trucs chouettes dans mes films. Je parle pour lui, hein, mais je l'ai un peu suivi en promotion, donc je crois comprendre. C'est pas du tout un spécialiste de mon cinéma. Le scénario, c'est ce qu'il lui fallait à ce moment-là pour sa vie d'acteur. Exactement, c'est tombé à ce moment-là, et du coup c'est ça qui a créé l'adhésion. C'est-à-dire que lui, ce qu'il est venu chercher dans le scénario de Le Dain, c'est pas non plus tiens, je vais me faire un Dupieux pour me marrer. C'est le script qui l'a intéressé. Voilà. Et non, sincèrement, c'est différent à chaque fois. Et voilà, si on détaille pour Le Dain, avec Adèle, c'est encore autre chose. Adèle ne connaît pas mon cinéma. Je l'approche parce que moi, je trouve qu'elle est extraordinaire. Très souvent, dans beaucoup de films, elle est incroyable, quoi, même en faisant rien.
Et puis elle ne connaît pas mon cinéma, elle connaît la réputation de mon cinéma, mais je crois que ça lui passe un peu au-dessus du cigare. Et elle, pour le coup, elle voit le script et elle me demande, elle me dit ok, je le fais si le personnage de Denise est aussi fou que celui de Georges. Parce qu'en fait, effectivement, dans le scénario, c'était pas tel qu'on l'a joué. Par ailleurs. Voilà, sans changer aucune ligne. Le simple fait de décider qu'elle serait folle, eh ben ça a changé quelque chose dans son regard et dans ses gestes, et ça a donné ce personnage que tu as vu dans le film terminé. Tout ça pour dire que ces comédiens, en fait, effectivement, ce serait une catastrophe demain de se retrouver sur un film comme Le Dain ou n'importe lequel d'ailleurs avec un comédien qui d'un seul coup se rend compte qui comprend pas ce monde et qu'il a pas envie d'y être. Ce serait une catastrophe. Et d'ailleurs c'est d'ailleurs un truc qui m'angoisse quand je rencontre des comédiens. Et la vie est bien faite parce que un mec qui devait peut-être faire Le Dain, s'est dégonflé et il a laissé la place à quelqu'un qui avait le courage de le faire et qui avait surtout l'envie. Pareil, ça arrive souvent ce genre de truc en fait. On passe pas tout de suite, c'est pas tout de suite la bonne personne qui a le scénario entre ses mains, et tant mieux. Et en fait, et c'est comme ça qu'on trouve la bonne personne, parce qu'effectivement, il s'agit pas juste de choisir un comédien. C'est l'inverse, c'est le comédien qui choisit. Et alors parlons de cette femme aussi folle que votre personnage masculin interprété par Adèle Haenel, puisque la première hypothèse que je faisais, qui était une lecture très féministe du Dain, en tout cas de la fin, et pas que de la fin, puisque ce personnage joué par Adèle Haenel est vraiment un processus révélateur de cet homme. C'est parce qu'elle va voir avant lui que quelque chose est possible avec les images, que sa solitude peut prendre une autre tournure, que sa folie peut prendre une autre tournure, et que à deux, ils peuvent faire quelque chose de leur solitude et de leur folie. Et qu'à la fin, tant pis pour ceux qui nous écoutent, ça ne gâchera pas votre plaisir, le blouson andin, c'est elle qui le porte, Quentin Dupieux. Alors, est-ce que c'est fantasmagorique totalement de faire de ce film un film féministe? Non. Après, il y a aucune volonté de ma part d'avoir un discours, mais même pas seulement le féminisme. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, je reviens au divertissement et le sous-texte, en fait, j'aime bien dire, en fait, que c'est ouvert, les portes sont ouvertes, en fait, à chacun sa lecture, etc. Pour le féminisme et pour ce personnage, il y a plein de trucs à dire, c'est assez étonnant. On peut déjà dire qu'effectivement, moi, ma position par rapport à tout ça, sans même utiliser ce mot, en fait, c'est que moi, je considère vraiment que les mecs sont des abrutis et que sans vous, on fait rien, en fait. Vous qui, du coup? Vous, les femmes. Ah oui, c'est pas clair? Non, je sais pas, c'est bien de préciser. Oui. Vous, les femmes, ah non, mais tu peux même en faire un jingle, hein. Ça, j'en suis convaincu. C'est-à-dire qu'on est complètement débiles. Non, mais le film commence par si tu n'existais pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même très clair, non? Mais oui, après, moi, ça fait aussi écho à ma vie. Moi, sans ma femme, je ne suis rien. Elle m'inspire beaucoup, elle m'aide à travailler. Il se trouve qu'elle travaille avec moi et que ça se passe très bien. Elle fait la direction artistique, comme j'ai déjà dit. Et c'est comme une sorte de guide dans ce film Rubber. Qui est le dernier sur lequel elle n'a pas travaillé. J'ai revu récemment le générique final parce que on me l'a proposé dans une projection et j'ai vu que j'avais écrit à l'époque Director's Guide, c'est-à-dire qu'à l'époque ma femme ne travaillait pas avec moi et j'ai mis que c'était mon guide. Voilà, en fait, en vrai. Cette phrase à la con, derrière tout, je sais pas quoi, c'est quoi, derrière un homme, il y a forcément... Ouais, c'est en train de changer de toute façon. Elle est con cette phrase, mais en vrai, moi c'est ma position, mais encore une fois, c'est même pas, j'ai même pas envie de paraître lisse ou féministe, c'est que c'est une réalité, le mec est bête, moi j'aime bien les bagnoles, j'aime bien les trucs technologiques, j'aime bien être devant un ordinateur à couper mon film, et puis tout le reste, en fait, je suis une chèvre D'autant que vous feriez fausse route, parce que le féminisme, c'est tout sauf dire que les mecs sont bêtes. Voilà. Ouais. Donc voilà. Moi je le dis. Moi je trouve qu'on. Mais quand je dis bête, c'est avec tendresse. Hein. C'est-à-dire que on est un peu, on est un peu comme des labradors. On est un peu. C'est un peu. Non mais c'est vrai. Sincèrement, je le pense. Après, il y a des femmes chiantes. Il y a tout un tas de problèmes, évidemment. Mais pour faire grossier. Il y a des hommes formidables. Oui, je sais. Genre, voilà. Non mais en vrai. Donc ensuite, c'est normal que tout ça transpire. Puisque là, dans le film, on parle de ça. Finalement, c'est deux êtres qui se rencontrent. Évidemment que c'est la femme qui déclenche un truc, parce que c'est comme ça que ça se passe, en fait, dans la vraie vie. Ensuite, pour cette histoire de blouson porté, c'est là où ça devient peut-être encore plus féministe pour ma part, c'est que, en fait, j'ai laissé les clés à Adèle. C'est-à-dire qu'Adèle, on a terminé le film, on va pas dire ce qui se passe. On va pas dire ce qui se passe.
Et puis on a terminé le film, c'est-à-dire que moi dans ma tête j'ai terminé le film et Adèle me dit j'ai envie de faire ça, j'ai envie de prendre le blouson et de le mettre. Et je lui dis bah ma chérie, vas-y, t'as une prise. Et je la filme avec un grand plaisir, donc on la met en place, on fait tout comme si c'était le vrai tournage, sans aucune malice. Et puis elle prend sa prise. Et puis voilà, le cinéma c'est formidable parce qu'en fait il se trouve que la prise est folle, qu'elle est géniale et qu'en fait je n'aurais même pas pu m'en passer et que je ne sais pas comment j'aurais terminé le film si Adèle n'avait pas pensé à ça. La boucle est bouclée. Merci beaucoup Quentin Dupieux. Le Daim est en salle, j'invite tout le monde à aller le voir et à revoir les autres. Arrêtez de vous reproduire. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Je vais vous dire au revoir. Comme ça, vous allez pouvoir dire au revoir à tout le monde. Oui, non, je trouvais ça bizarre de partir sans dire au revoir. C'est comme si, ça y est, j'ai dit mon truc, débrouillez-vous. Non, c'est bien de dire au revoir. On a passé 1 heure ensemble, il faut dire au revoir. Moi aussi. C'est juste que je leur dis au revoir plus tard et donc là, vous pouvez leur dire au revoir. Ah voilà, moi je vous dis au revoir et puis à bientôt.